Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Burkina Info pour vous informer. Plateau spécial consacré à la situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus au Burkina. Plus de 2000 personnes mortes, donc que ce soit des civils comme des militaires. 1,5 million personnes déplacées internes selon des sources. 2244 écoles fermées, privant plus de 304 000 élèves donc, de scolarisation. La situation sécuritaire semble s'empirer de jour en jour au Burkina. Impuissantes, les populations donnent de plus en plus de la voix et appellent le gouvernement à prendre des mesures fortes face au mal. 6 ans que cela dure, 6 ans qu'on cherche des solutions, 6 ans qu'on se pose des questions. Mais pourquoi on n'arrive pas à vaincre le terrorisme au Burkina? En attendant la suite qui sera donnée aux différents ultimatums donc lancés à l'endroit donc du gouvernement, nous essaierons donc sur ce plateau de comprendre le fond du problème qui attaque le Burkina et pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre l'ennemi, quelle est la situation exacte aujourd'hui. Voilà entre autres questions auxquelles on va répondre dans cette émission sur votre chaîne de télévision Burkina Info. Et pour parler de ce sujet, nous recevons pour vous Kalifara Serré. Il est ancien secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Il est aussi chercheur qui s'intéresse donc à la situation sécuritaire. Bonjour. Bonjour, M. Paré. Merci à vous de répondre à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Atiana Serge Oulon. Il est journaliste, écrivain et spécialiste des questions terroristes. Bonjour Serge Oulon. Bonjour Ousmane et merci pour l'invitation. Merci à vous. Le troisième invité sur ce plateau, Issoufou Porgo. Il est le secrétaire général de l'Association pour le développement du Lorum. Bonjour. Bonjour. Justement, votre localité aussi qui est fait face à cette hydre terroriste. Vous allez nous dire comment est-ce que vous vivez la situation. Voilà, madame, monsieur. Pour commencer, Kalifara Serré, je vais me retourner vers vous. Vous vous intéressez à la situation, vous voyagez, vous connaissez bien le Burkina. Et quelle description peut-on faire aujourd'hui de la situation sécuritaire du Burkina? On peut considérer que le Burkina est comme un être humain qui serait complètement enserré, qui est comprimé, c'est-à-dire comme la cage thoracique, etc. Un peu comme une bronchothérapie. Ce pays respire à peine. Il respire à peine ou fait semblant de hoqueter, parce que toutes les fonctions vitales sont plus ou moins en train de se flétrir. Et on peut le dire, de 2016 à nos jours, on considère que non seulement il y a expansion territoriale, mais la dégradation est surtout symptomatique de ce que l'on redoutait, à savoir que les communautés ayant été plus ou moins laissées à elles-mêmes n'ont pas donc su organiser une résistance endogène. Et l'État n'ayant pas pu assumer l'ensemble de ses missions régaliennes, finalement, a totalement désorganisé et déstructuré le tissu communautaire. Donc, en clair, aujourd'hui, nous sommes dans un État qui n'arrive plus à assurer le continuum nécessaire entre le territoire national et les territoires qui composent le territoire national. Et donc, les gens, il y en a qui parlent de programme de cohésion, de réconciliation nationale. La vérité est que donc, les fonctions mécaniques et cinétiques ont disparu. Voilà. Et quand on prend la carte du Burkina, on a certaines cartes donc, de certaines ambassades. Quand vous regardez une grande partie en rouge aujourd'hui, quelles sont les parties, les localités du Burkina qui sont plus ou moins sous le contrôle des groupes terroristes? Donc, on a eu la porte d'entrée, Sahel, évidemment, on n'a pas pu documenter que ces zones-là ont été plus ou moins libérées. C'est-à-dire aucune zone depuis le départ n'a vraiment été libérée, en dépit des opérations et d'autres actions. En fait, de temps en temps, on a l'impression que sont les terroristes qui donnent le tempo. Quelquefois, la présence, l'emprise se fait moins forte. L'État semble se desserrer pour en fait se revenir avec beaucoup plus de prégnance. Donc en réalité, depuis donc le Sahel, on a vu le mouvement dans le sens inverse au sens des aiguilles d'une montre. Donc on a glissé doucement donc du Sahel vers le nord.
puis vers la boucle du Moun, et puis par la suite du Sahel vers l'est, et notamment donc la vallée de Futuri. Il faut considérer que en réalité toutes ces expansions-là ont suivi à peu près le même mode opératoire. On a occupé d'abord des aires protégées, des zones forestières ou de galeries forestières, des bois sacrés, etc. Depuis Pétégouli, on est redescendu, Futuri, la galerie forestière de Tapua-Guerma. Tapua-Guerma, on est allé vers Kombongu, le parc de Lali, de Doulvé, etc. Donc, en fait, c'est pratiquement le même mode opératoire. Et quand vous prenez maintenant de l'autre côté vers l'ouest, on a eu quelque part des zones de prégnance beaucoup plus fortes. Par exemple, quand vous prenez Touéni, c'est des lieux-dits qui sont pratiquement des territoires martyrs, bon, mais qui sont considérés aussi comme des zones pour lesquelles les terroristes semblent avoir pratiquement une prédilection, certainement une destination territoriale. Parce que clairement, quand vous prenez connaissance avec tout ce que ça comporte comme superficialité en termes d'expression arabe, etc. Mais quand vous allez sur leur site en Mauritanie, clairement, le Front de libération du Massina a un programme territorial. Exactement comme l'administration territoriale burkinabé, il y a un programme territorial. Et des territoires comme Barani et Touéni sont considérés comme des chefs-lieux. Et donc, quand vous prenez, on voit aussi qu'à partir de ces chefs-lieux-là, il y a donc une résonance particulière. Et puis, on a progressé. Après les élections, vous avez vu, et même pendant les élections ont constitué un temps de force accalmie. Et je pense que ça fait partie des gravissimes erreurs de l'État burkinabé. Au moment des élections, il n'y a pas eu de coup de feu en apparence. Il y a eu une progression méthodique des choses et on a commencé à les retrouver sur les motos dans la zone de Lumana, de Niankorodougou et remonter jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Mamoudara. Et à l'époque, je l'avais écrit sur un texte, j'ai dit, ils recherchent la forêt de Folonzo. Ils y sont aujourd'hui, ils sont installés, ils ont même aménagé des installations de confort. Les anciens, les braconniers qui effectivement étaient en compétition avec les forestiers ont été chassés et c'est eux qui témoignent aujourd'hui, qui disent qu'ils ont même aménagé des douches, des puisards, etc. etc. Donc ça vous dit dans la forêt, c'est clair. Ils ne sont pas y allés, ils n'y sont pas actuellement pour quitter des sites. Il faut une violence contraire à la loi qui les contrarie pour les obliger à quitter. Il faut les déloger. Et ça n'est pas simple, parce que justement, c'est une forêt, avec ce que cela implique comme technique spécifique au niveau cinétique. Donc là, clairement, effectivement, on a maintenant le fer à cheval. Le fer à cheval, si vous prenez la carte, vous avez vu que le fer à cheval est presque complet. D'accord. Et Serge Oulon, comment est-ce que vous vous expliquez cette progression des groupes terroristes? On a commencé par juste des alertes en 2015, des enlèvements, des alertes donc au niveau des camps, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on est pratiquement, Ouagadougou est pratiquement encerclé. Non, bon, je pense qu'au risque de se répéter, et c'est ça justement, c'est par incurie et par négligence, par manque de sérieux, par manque de responsabilité, qui fait que bon, la situation, en fait, ça se complique davantage que déjà les premiers signes qu'on a maintenant. Parce que je crois de tout temps pour tout observateur de bonne foi et ceux qui étaient dans le cœur de l'administration, même par la porte d'entrée, le SOUM, les informations étaient déjà là de dire de faire attention parce que des individus sont en train de se radicaliser parce qu'il y avait tel mouvement suspect. Si on n'a pas pris ça au sérieux, parce que rappelez-vous qu'on a eu une première lecture qui était plus ou moins politique, du genre c'est l'ancien régime, c'est ceci, cela. Après, on est comme dans une sorte de fatalité où on dit que c'est un phénomène international, donc à la limite, il faut baisser les bras et puis on va suivre. Donc quand vous avez ces éléments d'analyse-là qui démontrent à quelque part qu'il y a peut-être de la carence ou de l'insuffisance au niveau de ceux qui disposent des leviers
de l'appareil d'État pour pouvoir actionner les choses, évidemment, on ne peut qu'aller dans une situation de mal en pis. Je crois que c'est cette situation. On manque de sérieux, moi je crois qu'aujourd'hui on n'a pas à chercher autre chose. On manque de sérieux. On manque de sérieux, il y a beaucoup de tentatives qui ont été entreprises par les gouvernants. Il y a eu des opérations, Khalifa Cyril le disait tantôt, des ponctuelles, c'est vrai, des forces de défense et de sécurité, des stratégies qui ont été élaborées. Donc, quand je dis on manque de sérieux, c'est déjà dès les premiers moments. Je vous dis que les informations étaient déjà là pour signaler qu'il y avait des mouvements suspects où il y avait des aspects de radicalisation de certains Burkinabés. On a pris ça à la légère et maintenant, après quand ça a commencé dans le Soum, on s'est dit bon, c'est une affaire de Djibo, c'est le Sahel. Après, il y a eu l'effet de contagion. Donc, vous avez ce premier niveau. Quand je dis on n'est pas sérieux, c'est dû aussi au diagnostic, à la réflexion prospective qu'on a manqué, que ce soit au niveau des politiques ou au niveau des militaires, pour pouvoir anticiper et dire quel est le Burkina dans 10 ans, dans 20 ans, quelles sont les menaces que nous avons. Quand je dis qu'on manque de sérieux, c'est le fait que 6 ans après, on est toujours à la recherche d'une stratégie pour pouvoir gérer la situation. Vous avez parlé des opérations. C'est des... Je dirais, sans manquer du respect ou insulter qui soit, mais c'est comme si c'était des réactions en fait sur un coup de tête. Voilà, on vous attaque, voilà, vous réagissez ou vous défendez. On n'est pas dans l'offensive, on n'est pas dans l'attaque. Or, comme on le dit, la meilleure façon de se protéger, c'est d'être dans la défensive. Voilà, c'est plutôt d'être dans l'offensive. Et c'est pour cela, souvent, pour la lecture assez fausse que nous avons par rapport à la présence militaire occidentale, parce que les Français, les Américains et tout autre occidentaux qui sont là au Sahel, ce n'est pas pour notre bien. Ils estiment qu'à partir du Sahel, on peut comploter contre eux. Donc, au lieu d'attendre que la menace vienne chez eux, ils préfèrent aller chercher la menace. Et du reste, je crois que le président Joe Biden, le président américain, a donné toute la leçon en fait aux Africains ou aux Sahéliens ou si vous voulez aux Burkinabés pour dire que leur devoir c'était pas d'importer la démocratie en Afghanistan, pas du tout. Voilà, c'était d'étouffer en fait la menace contre les États-Unis. Donc quand ils viennent ici, c'est absolument faux. C'est de lutter contre les trafics, c'est de lutter contre l'immigration clandestine, c'est de penser que à partir du Sahel, on peut comploter contre eux. Donc nous aussi, on aurait pu faire cette réflexion-là. Et je vous prends encore l'exemple de notre voisin malien. Pendant longtemps, on a regardé de loin, on pense que le Mali, c'est loin de chez nous. Or, aujourd'hui, je ne vais pas être fataliste, mais si l'État malien ne recouvre pas son intégrité territoriale sur l'ensemble de son territoire, j'ai la faiblesse de dire que je ne vois pas comment nous, on peut s'en sortir à partir du moment où vous avez des zones de refuge au nord Mali. Et le nord Mali, ça fait plus de 3 fois ou 4 fois la superficie du Burkina, parce que c'est autour de 800 et quelques mille kilomètres carrés. Et le Burkina, nous sommes à 214 000. Donc, ça veut dire que si vous avez toute cette zone, évidemment, ça crée des problèmes. On manque de sérieux parce que je pense qu'il y va aussi de la qualité du leadership, de la volonté et de la capacité de pouvoir faire face à la situation. Ces derniers temps, je vais prendre l'exemple du Mozambique, où il y a eu un groupe, le groupe État islamique, qui a pris en otage ou bien qui a assiégé une ville située à 2000 km de la capitale, en mars. La ville est située à 2000 km de Maputo, en mars. En 3-4 mois, les forces mozambicaines ont récupéré la ville avec l'aide des Rwandais et d'autres pays de l'Afrique australe. Et dernièrement, en septembre, le président Paul Kagame et le président mozambicain ont fait 48 heures dans cette localité située à 2000 km de la capitale. C'est pour dire, la menace n'est pas au-dessus de nos forces, la menace n'est pas au-dessus de nos possibilités, la menace n'est pas au-dessus de nos capacités. Pourvu qu'on soit un peu plus sérieux, qu'on soit un peu plus organisé, que chacun sache la place qui lui revient. Et je pense que c'est une affaire, ceux qui sont de bonne foi, c'est une affaire en 3-4 mois. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'attaque terroriste parce que dans tous les pays, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout moment. Mais on fait de telle sorte que même quand il y a attaque terroriste, qu'on puisse avoir la riposte nécessaire. Parce que ce qui révolte les Burkinabés, c'est qu'on passe des heures, on signale avant l'attaque, et après l'attaque, il n'y a pas de réponse. Et que souvent, les gens même reviennent sur les lieux. C'est ça qui est encore révoltant et on se dit à quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de l'incompétence à quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas de l'incapacité? Je ne vais pas être tout négatif. Je reconnais qu'il y a des actions positives, mais au regard des actions positives et de ce qui se passe sur le terrain, je pense que pour tout Burkinabé de bonne foi, on ne peut que reconnaître que ça ne va pas du tout et que nous courons vers le péril
tout simplement. D'accord, nous courons vers le péril. Issoufou Porgoy, c'est ce que vous dénoncez. Vous êtes de l'association pour le développement du Loroum. Vous faites partie des localités qui sont attaquées et beaucoup de personnes ont dû quitter justement leur village, cette localité, pour trouver refuge ailleurs. D'abord, dites-nous, comment est-ce que la situation se présente dans le Loroum? Elle se présente très mal. Et chaque jour qui passe, nous perdons progressivement le Loroum. Il faut qu'on le dise, parce que les villages qui résistaient sont en train, un à un, en train de baisser les armes et en train de rejoindre. Quels étaient ces villages? On prend par exemple le cas de Nogo. Nogo est sur l'axe Titao pour aller à Ban. Ça constituait un village tampon de résistance. Cette semaine, ils ont tous déménagé à Titao. Un gros village. Tout le village? Ils sont tous partis. La résistance, comment ça se faisait? Ça fait 2 ans qu'ils luttent seuls contre ces terroristes. Les VDP ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais avec l'intensité des attaques de ces dernières semaines, ils ont baissé les armes et ils ont rejoint Titao. Cela nous a fendu le cœur. Parce que dans le Loroum, nous avons des villages mythiques comme ça qui existent. Et pour nous, si ces villages sont... Nous avons Windigi, chef-lieu de la commune de Windigi, qui est aussi un nœud gordien. Le jour que Windigi va sauter, alors nous considérons que le Loroum est entièrement aux mains des terroristes. Pour ceux qui connaissent le Loroum. Quand vous regardez la carte que vous avez présentée, la vie se passe aujourd'hui dans ces 4 localités, les chefs-lieux des communes. C'est dedans seulement qu'il y a là la vie. En dehors de ça, il n'y a pas la vie. La commune de Titao, qui est en même temps le chef-lieu de la province du Loroum, vous ne pouvez plus aller à 5 km de la ville de Titao. Certains secteurs sont à 7 km de Titao. Ils sont coupés de la ville de Titao. Personne n'ose quitter Titao, ville, pour aller dans ces secteurs. Mais dans ces secteurs, est-ce qu'il y a encore des populations qui vivent? Comment ça se passe? Quelques personnes existent. Le seul secteur où on a pratiquement quelqu'un, c'est Sala et puis Argo, qui sont à quelques 3-4 km de Titao. Quand vous prenez l'axe Titao-Ban, ben, en dehors peut-être de Ingane qui reste, et ça aussi, il semblerait qu'il y a eu des négociations avec les terroristes. Tous les autres se sont levés. Donc la situation... comment ça se passe concrètement pour ces villages, pour toutes ces localités? Les terroristes, comment ils viennent? Qu'est-ce qu'ils disent? Et quand vous dites qu'il n'y a plus personne, est-ce que ce sont des villages qui sont sous le contrôle des terroristes qui disent ce qui doit être fait, ou bien ce sont des villages, pour ne pas dire des villes fantômes, où il n'y a plus personne, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'âmes qui vivent? Nous avons des villages fantômes. Tout le monde est parti. Il n'y a personne encore dans ces villages-là. Ce n'est pas qu'il y a quelques-uns et puis la vie se mène sous le... Non. Si vous prenez dans la commune de Solé et dans la commune de Ban, vous avez quelques villages qui sont là, mais personne de l'administration n'y est, personne n'y va. Ces villageois sont là-bas avec les terroristes qui dictent leurs lois, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui gèrent administrativement ces villages. Il faut se le dire clairement. Et comment ça se passe? Mais pour dire, si vous partez dans la ville de Titao aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la ville de Titao, vous allez être surpris. C'est devenu un vrai bidonville. Nous avons à peu près 100 000 déplacés internes. Les chiffres nous disent que nous sommes autour de 46 000 déplacés internes. Les chiffres officiels? Les chiffres officiels. Et vous dites que ça dépasse les 46 000. Le COPROSU, dans sa dernière rencontre, a montré que rien que dans le mois d'octobre, on a eu à peu près 20 000 personnes qui se sont ajoutées. Ça ne se trouve pas dans les chiffres publiés par le CONASUR en fin septembre. Mais je vous dis que les gens de Noro qui sont venus s'ajouter n'étaient pas dans ces 20 000. Et ce n'est pas Noro seul qui est venu, il y a d'autres petits autres villages qui sont venus s'ajouter. Donc si on fait la réalité aujourd'hui, nous sommes à peu près dans la ville de Titao, autour de 100 000 déplacés internes. C'est 3 fois la population qui était là-bas. Parce que, comme je dis, c'est le seul lieu de vie
actuellement que nous avons. Mais ça se concentre seulement dans la ville. À 4, 5, 6 kilomètres, personne n'ose y aller. Parce que quand ils viennent, la dernière fois, ils sont venus dans le village de Solbo. C'est une commune de Titao. Ils sont venus, ils se sont positionnés à Rimassa, qui est le village avant, et ils ont tiré. Et de Titao, on entend très bien les tirs. Ils ont ramassé le bétail. Ils ont violenté les populations qui étaient là. Et tout le monde s'est déplacé, ils sont partis avec le bétail. Et ils ont dit, nous revenons si nous trouvons quelqu'un. Mais on lui règle son compte. Personne ne va attendre. Les gens sont partis. À You, il y a à peu près une dizaine de jours, ils sont venus donner un ultimatum pour dire qu'ils reviennent le lendemain à 16h, ils ne veulent trouver personne. Effectivement, le lendemain à 15h, ils sont revenus. Toute une colonne. Mais ça dit que comment des gens peuvent venir, ils vous donnent un ultimatum, on donne l'information à qui de droit. Nous sommes l'objet de telle menace. Les gens ont dit qu'à telle échéance, ils vont revenir. Effectivement, cette échéance, ils reviennent. C'est pour montrer l'assurance qu'ils ont. Bon, malheureusement pour eux, cette fois-ci, nos VDP se sont mobilisés. J'ai dit les VDP. Et l'affrontement a été vraiment très meurtrier. Nous avons des chiffres qui montrent qu'au niveau de ces terroristes-là, ce n'est pas moins d'une trentaine de personnes, en tout cas qui sont restés. Et pendant 3 jours, il y a des attaques pour pouvoir ramasser les cadavres. Et ça n'a pas été facile. D'accord. On va revenir en détail sur ces aspects. Khalifa, c'est ce que je veux savoir. En réalité, qui est derrière ces attaques? Ben, ça, c'est une question rouge. Parce que, évidemment, je pense qu'il faut prendre l'écosystème dans ces deux tenants. Hein. Le premier volet de l'écosystème, c'est l'écosystème connu, officiel, c'est-à-dire la toile qui est dressée et qu'on peut voir. Voilà. Donc on a 3 principales organisations, c'est-à-dire donc 2 fêtières, dont 2 fêtières, c'est-à-dire le GICM, GSIM, ou GINIM, c'est la même chose, et l'EGS. L'EGS, c'est en réalité une reconversion de l'ancien Mujao, qui a une grande consonance mauritanienne, composée pratiquement aux 2 tiers de Tadjarkat, c'est l'ethnie qui est vers à la frontière le Mali, côté, c'est la bande nord et nord-est de la Mauritanie. C'est une grande tribu dont, par exemple, monsieur l'imam Chafi est un des princes régnants. Et ça dit que quand vous prenez les gestes, vous avez une grande composante mauritanienne. Voilà. Donc, même que les négro-africains qui étaient initialement dans le Mujao et qui ont migré vers les gestes ont plus ou moins été effacés progressivement. Voilà. Il y avait un Béninois là, Moussa Barani, qui a été, à semble-t-il, même exécuté en leur propre sein. Ça dit clairement, les gestes a travaillé à s'homogénéiser à partir d'une ethnie principale. Voilà. Ça explique aussi quelque part un peu l'évolution du terrorisme en Mauritanie et le fait que la Mauritanie ait pu dresser un rideau de fer contre les GS et donc contre le terrorisme. Et c'est le pays qui est le moins impacté aujourd'hui par le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment considéré que c'est une question nationale, comme l'a dit Woba, dès le départ, et se sont organisés. Et quiconque était du côté de l'EGS était systématiquement combattu avec violence, que ce soit sous l'ancien président ou l'actuel. Et c'est comme ça qu'ils ont obligé un des protagonistes, comme l'imam Chafi, qui était chez nous ici au Burkina, conseiller spécial du président, l'a obligé à déposer littéralement les armes et à pactiser avec le régime. Oui, il est reparti donc il a fait alliance avec le parti au pouvoir, avec l'ancien président, puis avec l'actuel, Ghazouani. Parce que la réponse mauritanienne a d'abord été violente, c'est-à-dire une violence supérieure à celle de l'IGS. Voilà. Puis aujourd'hui, on pense que l'IGS est infiltré totalement, va contrôler totalement par la Mauritanie.
Donc, à l'intérieur, faites très attention, à l'intérieur du G5 Sahel, là, les États, là, chaque État a sa politique. Le G5 Sahel, c'est un tonneau vide. Ce n'est rien, c'est une sorte d'organisation fantoche créée pour, disons, divertir les gens du Sahel. Pour divertir les États du Sahel, ceux qui n'ont pas assez de robustesse stratégique pour comprendre ce genre d'enjeux. Chaque pays doit conduire sa propre politique. Puis, à un moment donné, les gens, les alliances et les mutualisations peuvent se créer. Mais à une certaine étape, il faut absolument combattre et organiser l'imperméabilité de son propre territoire. Donc, on a l'IGS et on a évidemment le GSIM de Yag Agali, qui est en réalité l'organisation qui n'a jamais totalement cessé d'être. La racine du GSIM, c'est toute l'historicité de la rébellion azawad, en réalité, qui n'a jamais totalement fléchi, qui s'est plus ou moins réadapté, qui a pris des contours, qui s'est de temps en temps métamorphosé, mais est resté le même, c'est-à-dire qui a toujours été en conflit avec le gouvernement central malien. Voilà. Et donc, le GSIM est salafiste, clairement, et le GSIM, en réalité, est en conflit avec toutes les composantes hybrides de la CMA. La CMA qui n'est rien d'autre que l'ancien MLLA décomposé en plusieurs mouvements, etc., plusieurs dénominations, etc. Donc, GSIM, c'est d'abord le programme territorial de l'Azawad. Ils sont en alliance stratégique aujourd'hui avec le Front de libération du Massina, qui est une organisation négro-sahélienne, qui est clairement dans une revendication plus ou moins messianique. Parce que le programme de Koufa, c'est clairement le programme qui, quelque part, des actions de la DINA d'avant, en 1860 jusqu'en 1896, c'est-à-dire donc l'ancien empire où les peuples sont les grands croyants, des savants du livre et qui impactent leur environnement. Donc, avec les Bélas, etc. Donc, normalement, eux, ils ont un leadership naturel. Donc, autour de leurs différentes capitales, Ombori, Douenza, etc., le Massina est très proche du Burkina. Et on pense que c'est le Massina qui a commencé véritablement à influencer Ansarou chez nous ici, de Diko. Parce que les Diko et puis Koufa avaient quand même des relations privilégiées. Et quand vous prenez même leur trajectoire, leur cursus, vous verrez qu'ils se sont regroupés, ils se sont retrouvés plusieurs fois en Mauritanie pendant les rencontres, les espèces d'universités d'été, en réalité, que les islamistes organisaient, avant même de passer à la phase combat. On voulait retrouver, leurs chemins se sont croisés plusieurs fois, puis aussi vers le Koweït. Voilà. Donc, le Massina a clairement un projet territorial qui englobe une bonne partie du Burkina. Voilà. C'est ça vraiment qui est clair. Si en termes de conflictualité et d'identité des belligérants, nous, notre premier ennemi, c'est clairement le Massina, le Front de libération du Massina. Puis le GSIM, et enfin le IGS. On nous dit tantôt le IGS, mais le IGS, en réalité, est plus arabo-salafiste que négro-salafiste. Donc, mais ça ne signifie pas que, clairement, on ne doit pas s'en méfier. Et c'est pour ça que le IGS est trop ondoyant. Tantôt, on dit qu'ils sont devenus faibles, tantôt, en réalité, c'est souvent par rapport aux contradictions internes qui leur fait tantôt prendre des militants, soit avec le Massina, soit avec le GSIM. Tantôt, ils perdent totalement. En 2020, vers novembre, ils avaient pratiquement abandonné toute la zone de Marcoy, etc. Et puis, après, il y a eu un nouveau reflux. D'accord. Serge Oulon, une situation assez complexe, des revendications territoriales, des revendications religieuses. On dit que derrière tout ça aussi, il y a des groupes armés, des petits bandits aussi qui profitent de la situation. Comment vaincre vraiment ce mal-là?
Bon, peut-être au risque de me tromper, je dis il faut qu'on soit sérieux, qu'il y ait un minimum de coordination entre les différentes forces sur le terrain. Est-ce que vous dites le problème, c'est d'abord nous? Qu'on ait une vision. Bien sûr, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Personne d'autre. Nous sommes responsables. Que ce soit, si on est dans les hypothèses de déstabilisation du régime, que ce soit l'environnement international, mais puisqu'on dit que c'est l'environnement, comment on peut expliquer que l'Algérie ne soit pas attaquée? Comment on explique que la Mauritanie ne soit pas attaquée comme le Burkina? Donc, à quelque part, il faut qu'on ait une part de responsabilité au lieu d'indexer les autres. On dit la meilleure façon dans la vie, au lieu de passer son temps à dire c'est un tel, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Qu'est-ce que nous avons fait pour que ça ne nous arrive pas? Mais pourquoi ça ne marche pas, tout ce que l'État essaie de déployer sur le terrain pendant toutes ces années? Pourquoi ça ne marche pas? On revient encore à la question de la capacité, de la volonté, du courage, de la qualité du leadership qu'on a. Je pense que peut-être si vous cherchez le pourquoi, on va tourner autour, parce que je ne vois pas autre. On a vu les gens se sont levés ici, marcher dans toutes les provinces pour soutenir les FDS, on a cotisé de l'argent, on voit que la courbe du budget, ça ne fait que monter, mais sur le terrain, quel est le résultat? Donc, ce n'est pas une question d'argent. Et du reste, je pense que de plus en plus, on fait comprendre aux gens, je crois que M. Porbo est sur le plateau, les terroristes, quand ils viennent attaquer, ils ne sont pas aussi bien nantis que ça. Souvent, ils sont peut-être en sandales. Parce que tout simplement, des individus les ont endoctrinés pour les faire croire qu'en tuant des gens, ils vont aller au paradis. La question est, comment se fait-il que nous, nos chefs militaires, n'arrivent pas à endoctriner aussi nos militaires à faire de telle sorte qu'on puisse défendre la patrie? Je crois que c'est là toute la question. À l'événement, nous, on a fait un article justement sur le moral de la troupe, parce qu'aujourd'hui, je crois que Porgo est bien placé, comme il a dit. Aujourd'hui, les populations sont unanimes. Je veux bien que les gens demandent encore la collaboration de la police, mais personne ne peut mettre son doigt au feu au Burkina qu'il y a eu une attaque et il n'y a pas eu d'alerte, ou bien il n'y a pas eu une information. Plusieurs heures avant. Il n'y a pas cette attaque. Je ne sais pas, peut-être on peut nous prendre l'exemple concret, que ce soit dans le Loroum, que ce soit à Banfora, que ce soit à Djibo. Il n'y a pas cette attaque où vous n'avez pas eu l'information, où les informations ne sont pas remontées pour alerter de ce qu'il y aura attaque. Et je crois que là-dessus, quand c'est comme ça, on doit se dire qu'à quelque part, ceux qui sont chargés de riposter, il doit avoir un malaise, il doit avoir un problème. Et il faut qu'on ait le courage de poser aussi le problème. On ne va pas, chaque fois passer, il faut que les populations collaborent, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une seule affaire de l'armée. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, si on fait le point, est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous donner l'exemple d'une attaque où il n'y a pas eu d'alerte? On dit qu'il y a un problème donc, aérien qui se pose, on n'a souvent pas les moyens, justement aériens, on ne maîtrise pas la situation. C'est possible, c'est possible. Mais quelqu'un peut-il nous dire comment ça se fait qu'on alerte plusieurs heures? Les gens attaquent, ils repartent, ils lancent des ultimatums, ils reviennent, ils font ce qu'ils veulent, ils repartent. Bon, il faut qu'on soit un peu plus sérieux, je pense. Moi, je dis, au risque peut-être de dire qu'on est impertinent ou qu'on est irrespectueux, je dis c'est une question de capacité, de compétence, de volonté, de courage, tout simplement. Parce que nous-mêmes, nous sommes responsables de notre situation, tout simplement. À l'Assemblée nationale, M. Porgo a évoqué la question des VDP, où pendant son passage pour le discours sur la situation de la nation, il y a un député du Salmatanga qui a posé la question, mais finalement, les VDP, quel est leur rôle? Ils sont chargés d'accompagner les militaires ou c'est eux qui doivent être au devant pour lutter contre? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Les témoignages reviennent, c'est les VDP qui font le boulot. Mais ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ont leurs limites, ils ont leurs carences, ils ont leurs insuffisances. Avec toute la porte ouverte qu'on peut avoir comme dérive. Donc il faut que vraiment, la première des responsabilités, le premier devoir, il appartient à l'État d'assumer la protection des citoyens et de permettre la libre circulation des uns et des autres. Je vais prendre l'exemple de notre voisin nigérien où il y a eu une attaque armée à la frontière, où le président Bazoum est allé. Il dit que c'est tout à fait normal et légitime que les populations s'organisent. Mais c'est le premier devoir de l'État d'assurer la protection de ses concitoyens. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire autre chose. Et je pense que ceux qui ont dit qu'ils ont les possibilités, les compétences, et qui sont allés aux élections, qui ont eu l'appareil d'État, la première des responsabilités, la plus grande des responsabilités leur incombe de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de l'appareil d'État en promettant sécurité, prospérité pour les Burkinabés. Et je crois que c'est à leur niveau. Après, évidemment, je suis d'accord, les populations doivent collaborer, les populations doivent aider. Mais ça ne peut pas être leur mission première.
Dans la société organisée, et je pense qu'il y a certains qui sont là pour enseigner, il y a d'autres qui sont là pour soigner, il y a ceux qui ont pris l'engagement de défendre la patrie au péril de leur vie, il y a ceux qui disent qu'ils peuvent manager et qui sont ainsi de suite. Donc la société est organisée de telle sorte que à chaque situation, il faudrait que les gens regardent en face et que quand même, qu'on se dise à quelque part, on a manqué son devoir ou qu'on a manqué sa responsabilité ou qu'on n'est pas à la hauteur tout simplement. Ça ne sert pas peut-être de se jeter parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas quelle direction exactement nous voulons aller. On dit les gens, à l'extérieur, nous sommes devenus la risée du monde. Je vois le ministre de la Défense togolais maintenant qui nous accuse que de l'autre côté, il n'y a pas d'État. Donc nous sommes devenus un maillon faible. Ce que nous reprochons aux Maliens, maintenant c'est au tour d'autres voisins de nous reprocher que nous n'avons pas d'État de l'autre côté de la frontière. Donc ça fait que c'est difficile. Les gens se sont plaints parce qu'on a allumé, entre guillemets, le président du Faso après le drame de Solane. Mais après, je sais qu'il ne viendra pas à l'esprit de ce journaliste ou de ce chroniqueur d'allumer d'autres présidents. Ce n'est pas possible. Il ne reviendra même pas à l'esprit. Donc nous prêtons le flanc. Pour me répéter, nous sommes seuls responsables de notre situation. Personne ne viendra nous sauver à notre place et il nous appartient de prendre les choses à bras le corps et de se dire que l'heure est grave et vraiment nous courons un péril. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus se fier aux alertes parce qu'il y en a tellement, au nord, à l'est. Même on parle de Ouagadougou, j'ai dit, bon, vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu, vous ne savez pas exactement combien les gens sont là. Parce que quand les attaques commencent, ils ont eu le temps de tisser leur toile, d'avoir des complices dans la ville, d'avoir des zones d'approvisionnement. Il faut qu'ils aient des zones de confort, qu'ils viennent se reposer de temps en temps. Il faut qu'ils aient des itinéraires d'approvisionnement. Il faut qu'ils aillent, parce que vous avez vu les motos tout à l'heure, ce sont les images de Arvinda, si je ne me trompe pas. Ce sont des motos neuves. Ils font des achats, ils vivent, ils ont leur famille, ils placent leur famille de côté. Mais je dis, c'est ça aussi en fait notre responsabilité. L'autre élément que je vais évoquer, on fait la politique de l'Autriche. On dit oui, c'est des questions sensibles, il ne faut pas évoquer. Le ministre de la Défense lui-même, il a dit par rapport à qui nous attaque, il dit la cartographie du retour sur le terrain dit essentiellement ce sont des Burkinabés pour des raisons religieuses, économiques, d'injustice, qui prennent les armes espérant pouvoir avoir. Mais si aujourd'hui, on ne pose pas la question religieuse pour demander quel est le contrôle au niveau du MATD, pour savoir d'où viennent les sources de financement, qui fait quoi, qui construit ceci, cela. Si on ne fait pas ça, si on est là, on fait la politique de l'Autriche, évidemment, on va se réveiller un beau matin et on se dit non, les Burkinabés ne peuvent pas être extrémistes, les Burkinabés ne peuvent pas être terroristes. Parce que quand vous remontez dans le temps, quand ça se passait, les attentats piégés en Irak, en Afghanistan, on se dit non, ça c'est un Africain ne peut pas faire ça. Que nous, on aime trop la vie, ceci, cela. Après, quand c'était devenu le Niger, on dit non, nous, on ne peut pas faire ça. Bon, maintenant, c'est les Burkinabés qui font ça. Donc, il faut qu'on se regarde en face aussi, car quelque part, il y a des gens qui n'ont rien compris de la religion et qui la pervertissent. Et il faut qu'il y ait aussi un combat idéologique sur ce plan. Et si on ne fait pas ce travail, on passe le temps à dire oui, l'armée ne peut pas tout faire. Et ça, c'est vrai. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et je pense que le chef d'état-major, lors du général des armées, le général Gilbert Ouedraogo, lors de sa prise de commande, lui-même, il a dit, il faut croiser le fer, oui, mais il faut aussi gagner la bataille du cœur et de l'esprit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais si on fait du surplace, on dit c'est une question sensible, on ne veut pas en évoquer. Bon, évidemment que les gens ont le temps de mettre le poison dans la ville. Parce que M. Porgo l'a dit, dans d'autres localités, les gens appliquent leur charia. Ils appliquent leurs règles. Mais si dans une république, on dit que c'est une république laïque, il y a la diversité des religions. Et si on ne dit pas aux gens, il faut qu'on utilise aussi d'autres instruments pour faire comprendre aux gens que la voie que vous avez empruntée, ce n'est pas exact. Et vous avez des pays comme le Maroc, qui forment des imams, ils suivent un peu le discours dans les mosquées. Je pense qu'en parler, ce n'est pas une stigmatisation. Aujourd'hui, personne ne peut contester le fait que des gens prétendent, je dis encore prétendent, faire le djihad et que tuer quelqu'un peut lui ouvrir les portes du paradis. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens qu'au contraire... Est-ce que vous vous dites qu'il faut associer, par exemple, les leaders religieux, qu'ils fassent des prêches dans les mosquées? C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Qui doit porter ce L'aspect projet? religieux est une dimension de la stratégie de lutte contre le terrorisme. Si vous prenez le Forum national sur la sécurité qui s'est déroulé en 2017, on a fait le diagnostic. Même les simples raquettes, les gens ont évoqué ça. Les simples aspects de corruption, les gens ont évoqué ça. Les injustices, les frustrations que les gens vivent sur le terrain. Mais si on pense que ça n'a rien à voir avec le terrorisme, on se fout le doigt dans l'œil. Ce n'est même pas possible. Parce que ce sont ces éléments, justement, qui nourrissent les frustrations, qui nourrissent les injustices. Et quand les gens pensent qu'ils n'ont pas autre choix, évidemment, comme on l'a dit, on dit le football est l'opium du peuple, ou bien c'est la religion. Les gens vont se retrouver là-dedans en pensant évidemment qu'ils sont radicaux. Et
On a fait les procès. On a tenu une session justement contre des présumés terroristes, des gens qui ont été condamnés. Je pense que les Burkinabés ont été édifiés de ce qu'il y a effectivement des Burkinabés qui sont radicalisés. Et si c'était à reprendre, ils vont reprendre. Donc, et pour des raisons religieuses, ils l'ont dit clairement. Voilà, il faut qu'on se prenne au sérieux, qu'on arrête de faire la politique de l'autruche, qu'on se regarde dans la glace et que chacun à son niveau puisse jouer pleinement sa partition et de penser que ce qui se passe, non, c'est juste des petits problèmes, la question des raquettes, la question de la corruption et tout le reste. Ça va au-delà. Issoufou Porgo, chez vous, donc, vous avez à plusieurs reprises donc, élevé le ton. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement? On a vu la sortie du chef de file de l'opposition qui a donné un mois, donc un ultimatum d'1 mois. Si rien n'est fait, ils vont appeler à la démission. Vous êtes prêt à aller jusqu'à quel niveau pour qu'on puisse sécuriser votre province? Bon, il faut dire que... au niveau de notre association, depuis 2017, nous ne faisons que lancer des alertes et nous ne faisons faire que des propositions. Nous avons alerté par lettre le chef de l'État depuis 2017, où nous avons dit attention, en ce moment c'est la partie septentrionale de notre province qui était confrontée. Ça avait l'air d'être à la frontière du Mali, donc c'était toujours loin de Burkina. Mais la lecture qu'on avait, on avait l'impression que en réalité c'est quelque chose de descendant. On a alerté. Après cela, nous avons fait des déclarations et avec la presse à Titao. Nous avons été reçus par le Premier ministre. Nous avons remis des déclarations avec des propositions. Qu'est-ce que vous dites dans ces propositions? Nous avons dit, il est en train de se former un couloir entre la partie septentrionale du Lorum et la partie du centre nord pour pouvoir faire la jonction. Parce que ça permet de descendre du Mali pour aller jusqu'à l'est. Ils tracent leur itinéraire. Ils tracent leur itinéraire. Parce qu'on sent que c'est ce couloir-là que les gens prennent. Et tous ceux qui étaient des villages qui semblaient être des tampons sur ce couloir-là ont fait l'objet de plusieurs attaques. Et aujourd'hui, dans ce couloir-là, le seul village qui reste, en réalité, qui résiste beaucoup, c'est toujours Windigi. Je vous dirais, autour de Ban, on a pratiquement comme si on dirait une entente tacite. On n'attaque pas Ban, mais personne de Ban ne sort de Ban aussi. Les autres villages sont gérés par les terroristes. Du côté de Soleil, c'est pareil. Nous avons dit, et nous sommes disposés à apporter notre contribution en mobilisant tout ce que nous pouvons mobiliser comme intelligence, contribution qu'on attend de nous pour pouvoir participer, que ce soit à la fois dans les actions de sensibilisation sociale, à la fois dans la mobilisation des personnes pour contribuer à donner l'information, etc. Nous avons fait ces propositions, mais nous avons dit, il faut aussi que vous prenez la province du Lorum, il y a un détachement à Ban et un détachement à Soleil. Ce sont des petits détachements qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont pratiquement cantonnés dans leur camp. Il y a quelques militaires aujourd'hui à Titao. Ils n'ont même pas un cantonnement. C'est quelques personnes qui sont là. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire de la patrouille. Ils ne sortent pas de la commune de Titao. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a rien. Aujourd'hui, à Titao, on a effectivement la gendarmerie, la police. Mais c'est quelques hommes. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. À Windigi, la police est partie il y a 4 ans ou 5 ans. Donc, s'il n'y a pas une résistance un peu, comme le disait M. Séré, il faut que celui qui est en face de nous sente que mais nous aussi, nous ne sommes pas du maïs, pour prendre le terme de nos amis de la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous sommes capables qu'il y a une résistance. Qu'ils sentent qu'il y a une résistance. Mais quand ils viennent, ils vous disent, écoutez, nous on est venus aujourd'hui, demain on ne va pas vous retrouver ici. Effectivement, demain ils viennent, il n'y a personne. Tout le monde a disparu. Ils vont dans le village suivant, ils font la même chose. Ou bien ils viennent, ils prennent la population en otage toute une journée. On peut regrouper tout le monde à la mosquée, faire la prêche du matin jusqu'au soir.
l'information circule. Mais il n'y a rien. Toute la population, tous les villages. Qui que vous soyez, vous êtes animiste, vous êtes protestant, vous êtes catholique, vous êtes musulman, vous êtes non pratiquant, on vous rassemble tous et puis on vous fasse une prêche. Et puis, ça prend tout le temps, toute une journée. Et puis, non, il n'y a rien. On ne sent pas en face quelque chose. Lorsqu'on a lancé la mobilisation des VDP, mais nous sommes mobilisés dans la province. C'est des milliers de jeunes qui se sont constitués, qui ont mis leurs moyens à disposition, les motos et autres qu'ils utilisent. C'est leurs propres motos. Le carburant qu'ils mettent, c'est eux-mêmes qui mettent leur carburant pour être à la disposition du pays, pour faire front à cela. Mais après plusieurs années, bon, les gens commencent à baisser les bras et nous avons l'impression que c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a eu des actions qui ont été faites du côté du gouvernement, il y a eu des frappes, il y a eu des ceci et cela. Mais nous ne sentons pas quelque chose comme les médecins le font quand ils font un traitement à l'antibiotique très fort et suffisamment longtemps pour combattre la maladie. D'accord. Si on voit les préoccupations, Serge, je voulais revenir à vous. Et le président, dans ses discours à plusieurs reprises, a dit on est en guerre, on est en guerre. Aujourd'hui, comment est-ce que ça doit se matérialiser, cette situation, cette déclaration de guerre-là? Quand on écoute Issoufou Porgo, des localités, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont signé peut-être des accords. Est-ce qu'il faut carrément envoyer des soldats? On est en guerre et puis bon. C'est ce qu'on fait déjà, non? Mais on a l'impression, s'il y a des zones où il n'y a pas de militaires, on a l'impression que ce n'est pas la guerre. Je pense qu'on dit qu'on est en guerre, mais on fait du pilotage à vue. On fait une gestion horaire du pays. Il y a un problème, on court, on va, on gère. Il y a un problème, on court, on va, on gère. Et pendant ce temps, on dit qu'on réfléchit. C'est tout simplement ça. Donc c'est ça le problème. S'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas une direction, s'il n'y a pas une boussole, bon, évidemment, c'est compliqué. On gère au cas par cas. Il n'y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu de vision prospective pour dire ça a commencé à Djibo, ça peut toucher d'autres localités, ça peut toucher tout le reste du pays. Si on n'a pas fait, et même avant que ça arrive à Djibo, on devrait avoir cette lecture-là pour se dire si ça se passe chez les voisins. Mais qu'est-ce que le président de Faso doit faire aujourd'hui pour qu'on puisse endiguer justement ce fléau-là? Il serait prétentieux de ma part de dire qu'il... Si voilà, vous avez assez de... Je pense que dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, évidemment qu'il faut la réponse militaire. Il faut permettre aux gens qui ont leurs armes, qui dictent leurs lois, déjà il faut déposer. Après, il faut utiliser d'autres mécanismes. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas régler cette question avec l'aspect militaire. Mais c'est comme je l'ai dit... Il faut alerter tous les camps. Ça veut dire que... Non, c'est ça que je dis encore. Il y a l'aspect, l'action militaire. Aujourd'hui, on nous a obligés à l'affrontement et on est obligé d'y faire face. On ne va pas fuir sur cette question. Mais je dis, après cela, il faut qu'on imagine tous les autres compartiments de la société. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'évoquais la question de la gouvernance territoriale, de tout le reste. Souvent, je le dis, si on organise des opérations militaires dans une zone, on fait le nettoyage comme on le dit, et après, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'administration. Évidemment, vous allez être dans un perpétuel recommencement, les gens vont revenir. Ça me fait sourire quand le Matédé s'est levé pour faire une force bagarre par rapport à la question des mandats des maires qui se sont... En quoi aujourd'hui ça c'est une urgence par rapport aux préfets, aux maires qui n'arrivent pas à résider dans leur zone, aux hauts commissaires. Aujourd'hui, qu'ils nous fassent sortir les statistiques pour nous dire exactement combien de hauts commissaires dorment dans leur localité. Aujourd'hui, qu'ils nous disent combien de préfets dorment dans leur localité. Et les gens sont dans les histoires d'élections municipales. On nous dit 50% pour pouvoir tenir. Mais il parle de Titao, à 5 km vous ne pouvez pas aller. Vous prenez Gorom, 2 km vous ne pouvez pas aller. Vous prenez Seba, c'est la même chose. Donc vous avez même des provinces entières, on ne pourra pas faire les élections. Et on dit que ça sera placé sous délégation spéciale. C'est quel préfet qui est là-bas pour pouvoir gérer cette délégation spéciale? Parce que la délégation spéciale, elle est présidée par le préfet. Le préfet lui-même, il se cherche, il n'est pas là-bas. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore pris la mesure de la situation peut-être. On pense que ça va peut-être tant que c'est Ouagadougou. Je ne sais pas, mais on n'est pas, je vais me répéter encore, on n'est pas sérieux tout simplement. Et Kalifala sérieux. À écouter Serge Oulon, il est complètement... C'est pas découragé, on voit rien. Non, je suis réaliste, je ne suis pas découragé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut une... Il a raison, c'est un observateur privilégié puisque les journalistes. Mais on a vu le chef ce qu'il faut faire, oui. Bon, je pense qu'il faut d'abord faire le constat de nos échecs
et des raisons de ces échecs pour pouvoir se projeter sur ce qu'il y a à Qui faire. doit le faire? Tout le monde. C'est un Non, devoir apparemment, d'inventaire au sommet général. de l'État, apparemment, c'est Oui, pas... ce que l'opposition est en train de faire actuellement, ça procède aussi d'une certaine logique. Je dis ceci. Les partis politiques, article 3 de la charte, la loi 032, c'est écrit que la démocratie, la souveraineté, l'intégrité territoriale relèvent de leurs ressorts. C'est la seule association, c'est la seule catégorie d'association qui se voit confier ces missions de très grande portée. Maintenant, les partis font n'importe quoi, n'importe qui s'engage en politique. Sinon, normalement, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un haut degré de patriotisme et de vision de l'État pour être normalement dirigeant d'un parti. Mais ça, c'est une parenthèse. Ceci dit, quand l'opposition dit oui, bon, s'en prend directement maintenant au chef de l'État, il y a une certaine logique. Voilà. Et il est bon de revenir à certaines logiques, parce que nous avons trop de biais cognitifs qui nous bloquent. Le discours politique a tendance à mélanger, à confondre les choses, et ces amalgames s'établissent comme des vérités qui sont très dangereuses. Le premier maître d'ouvrage de la sécurité et de l'intégrité des territoires, c'est le chef de l'État. Et c'est lui seul. Quand l'opposition s'agitait pour avoir la tête du ministre de la Défense, je trouvais ça assez infantile. En fait, il n'y a que le chef de l'État qui est responsable. Mais est-ce que demander sa démission, c'est pas trop s'il n'y a pas de changement en un mois, des décisions fortes? Oui, ça on peut regarder un peu. Voilà. Mais je vais dire qu'il y a une certaine logique. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, qu'est-ce que si c'est le président. Ce n'est pas ceux qui l'ont élu qui sont responsables. Ce n'est pas ceux qui l'ont aidé à battre campagne qui sont responsables. C'est lui et lui seul. C'est une grande solitude et c'est ça toute la noblesse de la mission d'être de chef d'État. Si vous n'êtes pas à la hauteur, c'est une grave responsabilité historique. Parce que les peuples, généralement, ne pardonnent jamais à ceux qui n'arrivent pas à leur garantir la souveraineté des territoires. Parce que c'est un minimum constitutif même de la nation. C'est le minimum. Si vous n'arrivez pas à assurer ça, c'est que vraiment il y a problème. Alors, reprenons. Moi, je voudrais, si vous permettez, qu'à partir de nos erreurs, on voit qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire. Première erreur, c'est que dès le départ, nous n'avons pas mis de l'impact cinétique dans nos actions, c'est-à-dire la force militaire. C'est ce que la Mauritanie a fait. C'est ce que l'Algérie a eu à faire au début, avant d'aller dans les lois de Concorde et tout. C'est ce que là, il faut. Mais là, il faut des hommes. Mais pourquoi il faut des hommes? Partout. À Nassumbu, nous avions des hommes. Quand nous avons été défaits à Nassumbu, à partir de techniques de guerre, peut-être que nous ne connaissions pas, nous ne savions pas que l'ennemi avait une telle agilité. Mais à partir de là, plutôt que de désarmer Nassumbu, il aurait fallu que Nassumbu soit la place forte de l'armée burkinabé. C'est-à-dire, à partir de Nassumbu, une aiguille ne devait même plus pouvoir passer. Or, c'est exactement le contraire. On s'est égaré dans des célébrations, des décorations, des activités pour célébrer nos morts, qui sont comme si c'était les derniers morts. Non, on célèbre les morts de la guerre après la guerre, quand on l'a gagnée. Et quand on refuse de faire la guerre vous défait. Et c'est la situation pitoyable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il faut mettre de l'impact. Pour mettre de l'impact, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la nation au combat. Dans ces différentes... Et nous avons des armes pour ça. Au niveau territorial, le gouverneur, le haut commissaire, le préfet, le maire, sont tous officiers de défense civile. C'est écrit. L'article 29 de la loi, du décret qui organise le territoire et qui donne les attributions de ces différentes personnes, c'est mis dedans. Est-ce qu'un seul jour, on s'est levé, vous avez vu un panel, une réunion, une grande, pour dire on va opérationnaliser la défense civile? Jamais. On en parle tous les jours, personne. Donc, les gens passer n'écoutent même pas. Mais oui, parce que c'est ça qui fait que la population ne se sent pas délaissée pour quitter. Parce que quand on commence la guerre, la première chose, le premier capital, la première richesse, c'est la population. Elle ne doit pas bouger d'un centimètre de là où elle est. Parce que quand elle quitte son territoire, elle perd tous ses moyens. Vous avez vu? C'est comme quand tu enlèves la carapace de la tortue. Il n'y a plus que le plastron.
et la torture est pratiquement anéantie. C'est ce qui arrive à nos populations. Voilà. Donc, il aurait fallu tout faire pour que les populations soient en sécurité. On a tout pour ça. Je vous ai dit, il y a la défense civile, où la population peut être organisée à travers les communes, etc. Et puis, avoir de l'impact, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder quelles sont nos forces. Nous avons nos effectifs d'actifs, c'est-à-dire ceux qui sont en activité dans l'armée. Il y a ceux qui étaient dans l'armée et qui sont allés à la retraite. Je pense que si on prend les 5 dernières années, on pouvait déjà avoir des effectifs. Tous ceux qui ont fait le service populaire, CSNP puis SND, lisez les textes qui créent ce service-là. C'est un service civique à base de services, conscription militaire et militaro-civile. Donc, n'importe qui a fait le SND ou le SMP est un soldat. Donc, on a assez de leviers, bien sûr, il faut activer. On aurait pu multiplier nos effectifs par 10, voire par 20. Déjà, ça c'est pour commencer. Nous ne l'avons jamais fait. On a lancé un appel, le président a lancé un appel aux volontaires. 3 mois. Silence absolu. Il n'y a pas eu même de frémissement. C'est ça qui nous a amené dans la formule des VDP, que j'ai dit, une formule à défaut. Et lisez le texte des VDP. Ça dit que les VDP, il faut vraiment les magnifier et tout, mais le VDP, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule. Alors, ceci dit, pour terminer avec votre question, aujourd'hui, ce que nous gagnerions à faire, c'est d'abord l'impact. Quand nous faisons, on ne fait pas d'opération. On ne rend pas visite aux militaires. L'état-major a tellement... Non! C'est un ensemble. Ça veut dire que surtout, on découpe le territoire là, en zones, des zones d'opération, des théâtres de guerre. On divise. Quand on fait, on décide, on édicte. Et, comment vous appelez ça? Un état d'urgence. L'état d'urgence a un contenu. Nous décrétons l'état d'urgence, nous ne faisons rien pour créer l'état d'urgence. Et on amène les populations simplement pour rien, puisqu'aucune mesure n'est prise. Maintenant, les gens demandent d'aller à l'état de siège. Est-ce qu'on en a les moyens? Non, il faut prendre en amont d'abord ce qu'il faut. Il faut tout simplement donner du contenu. Il faut du contenu. Nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Plus. Même regardez les bagarres inutiles que nous avons. Pour dire, oui, c'est les gens c'est le régime Compaoré, les quoi. Moi, je dis bien. Si le président Compaoré est responsable de la guerre, ça veut dire que les services de renseignement ont rapporté au chef de l'État, voilà, on a fait des machines, des enquêtes, il est derrière. Il est à Cocody, à Abidjan là-bas. Même des vendeurs de friperies peuvent accéder à lui. En 24 heures, un régime responsable liquide cette menace-là. Merci à vous, Khalifara Séré. Malheureusement, on est au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du ministère de l'Action et de l'administration territoriale. Merci à vous, Serge Oulon, journaliste et écrivain, spécialiste des questions terroristes. Merci également à Issoufou Porgo, secrétaire général de l'Association pour le développement de l'Oromara. Mission s'arrête là. Merci à vous pour la fidélité.